qui nous rejoint, qui fait son entrée. Salut, bonjour à tous. Salut Benoît. Hello. Salut Benoît. On a vu qui était qui au baby-foot juste avant. Hein. Ah oui. Il y a une petite On en photo. parle tout de suite ou pas? Tu peux. Les gagnants, ils ont le droit d'en parler. Hein. On a été volé, voilà. Oui. On a joué avec des poignets qui ne tenaient pas, des balles qui n'allaient pas tout droit. Lui, il fait pleurer, lui. Hein. Un coéquipier, Loris, qui était à la hauteur au baby-foot comme il est en club pro. Donc, Alors ça, vraiment, ça c'est vraiment l'esprit hors jeu. On accueille un invité, il arrive, il s'est même pas posé, il y a déjà max aigreur, les gars. Respectez un peu, c'est grave ça. Mais non, il a le sourire, il a gagné au baby-foot juste avant. On a gagné ensemble, on peut dire maintenant. Voilà. Mais il a le sourire, mais il est venu pour l'émission avant tout, donc laissez-nous le temps tranquillement de discuter. Comment ça va, Benoît? Très bien. Ça va bien? Ouais, ravi d'être avec vous. Merci beaucoup d'être là et d'avoir pris le temps, sachant qu'hier, tu étais en train de commenter ce fabuleux match qu'on a tous. Mais voilà, ça arrive. C'est pour ça que quand il y a un bon match, il faut savourer. Parfois, on est habitué au caviar et de temps en temps, voilà, c'est de repasser par des matchs comme ça. Ces derniers temps, c'est pas trop caviar. Hein. J'ai pas envie de dire, mais en ce moment, bien. Il y a un peu moins de buts, un peu moins de spectacles, mais il y a des choses intéressantes quand même. Quand t'aimes la tactique, il y a des choses intéressantes. Tu vas nous en parler de tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire justement sur la Ligue 1, mais il y a aussi énormément de choses à dire sur sa carrière à Benoît. Il y a aussi beaucoup de choses sur lesquelles on a envie de revenir. Alors, ce sera compliqué de tout faire en à peine une heure, mais on va essayer de revenir sur des moments assez marquants de ta carrière en Ligue 1 surtout, parce que tu es un joueur incontournable quand même de l'OM. On parlera aussi de ton passage au Canada avec cette petite pige à Toronto. On va commencer sans perdre de temps. Qui a envie de poser la première question? Je pense que Scipion, il me regarde depuis tout à l'heure, il a envie d'y aller, Scipion, donc je vais te laisser profiter pour poser la toute première question. Non, si on parle un peu de ta carrière de joueur, Benoît, je voulais savoir quel est l'entraîneur qui t'a le plus marqué, parce que quand on regarde, tu as quand même eu des grands noms de la Ligue 1. Tu as eu Giroud, tu as eu Claude Puel, tu as eu Coach Vaïd, tu as eu Guérès, tu as eu Deschamps. Alors évidemment, je suis persuadé qu'il y en a plein qui t'ont apporté des petits trucs, mais est-ce qu'il y a un coach en particulier, celui que tu as fait le plus progresser, celui avec lequel tu as le plus matché? Celui avec lequel j'ai pris le plus de plaisir, Eric Gareth. Après, il y avait une dynamique, il est arrivé à un moment où... C'est pour ça que ça me faisait penser un peu à ça quand je voyais l'Olympique lyonnais cette saison, dernier du championnat. On n'était pas dernier, on était avant-dernier, nous, au mois d'octobre, 18e ou 19e. Et il est arrivé et tout de suite, il a redressé la barre. Tactiquement, il avait des idées très intéressantes, très, très pointues. Toujours rechercher l'homme libre au milieu pour sortir les ballons. Et humainement, c'était top, quoi. Et, il y a eu beaucoup de discipline aussi. Maintenant, ça se fait dans tous les clubs, mais quand il est arrivé, c'était 2007. Donc ça date un petit peu quand même, maintenant. On devait faire les petits déj ensemble, s'entraîner, les repas ensemble aussi après l'entraînement. Les mises au vert, c'était 2 jours avant. Donc quand tu joues avec des champions, tu pars 2 jours avant. Tu fais ton match, tu rentres chez toi, tu dors une nuit, tu repars 2 jours, donc tu fais que 2 nuits chez toi. Donc au début, tu marronnes un petit peu, comme on dit à Marseille. Mais à un moment donné, tu te rends compte que les résultats sont là, que tu passes de bons moments en groupe et que ça fait partie aussi de la recette pour retrouver le chemin de la victoire. C'est marrant, Kanto, parce que c'est vrai que quand on parle des bonnes époques de l'OM, en tout cas récentes, c'est vrai que le nom d'Éric Guéretz revient souvent parce que c'est une des périodes, Benoît, où vraiment on a vu un OM très très fort et vraiment même parfois dominateur. On peut repenser à l'époque avec Marcelo Bielsa au début où ça jouait avec ce style de jeu très très particulier. On peut repenser aussi au début par exemple d'André Villas-Boas, la fin avec Tudor. Il y a eu des périodes comme ça, Kanto, où l'OM vraiment a eu un vrai style. Ouais, il en faut parce qu'on sait que l'OM, avec l'exigence des supporters, il faut avoir des entraîneurs avec du caractère. Et c'est vrai que Guéretz incarnait un petit peu tout ça. Et c'est vrai que c'est une époque où on se rappelle d'un Olympique de Marseille avec un beau football où les supporters étaient contents. Guéretz est vite devenu une icône à Marseille, comme Marcelo Bielsa a pu en devenir une, tu l'as dit, ou des joueurs qui sont devenus des icônes. Je pense à Luis Gustavo qui, en quelques mois, déjà était devenu une des coqueluches de Marseille. Justement, voilà une question que j'ai pour toi, Benoît. On sait que tu as été un des joueurs de l'OM marquants, apprécié par tout le monde. Je peux te donner d'autres exemples, avec Pagis, par exemple, qui a été un des joueurs très appréciés à l'OM. Pour toi, c'est quoi les ingrédients, au-delà du fait de mouiller le maillot, pour être un joueur que les supporters vont kiffer, tout simplement? Je pense que tu l'as dit, la première chose, c'est de mouiller le maillot. Après, il y a la régularité, la longévité. Moi, j'ai fait 7 saisons, plus de 300 matchs, donc c'est sûr que ça marque. Et j'ai eu aussi la chance de surfer sur la bonne forme de l'équipe aussi.
Ça dépend à quelle période tu arrives. Et moi, j'ai eu la chance de faire partie de ces années 2008, 2009, 2010 avec le titre et ces belles épopées en Champions League aussi. Et je pense que c'est ça les ingrédients. Voilà, être authentique, pas trop en faire non plus, parce qu'il y en a qui embrassent vite le blason et puis après qui sont partis 6 mois après. Ça, je supporte pas. Il a vu la photo, il était à 2 doigts de lâcher une larme. Ah, ça oui. Il était pas bien. Et voilà, c'est ça, l'authenticité, ne pas mentir et voilà, garder cette simplicité, cette proximité aussi avec le public et rentrer dedans un petit peu, quoi, sur le terrain. Quand tu vois cette équipe-là, il y a quasiment que des joueurs iconiques. Hein. Et beaucoup de joueurs de caractère aussi. C'est ça. Déjà, je vois Gabi Heinze, Lucho Gonzalez. Tu peux tous les prendre là. Ouais, c'est ça. Bon, je regarde. Un ou deux. Abriel qui maintenant est coach. Non, il y avait vraiment que du caractère. Et des fois, on dit il faut qu'il y ait de l'amitié, qu'il y ait des rapports entre les joueurs à l'extérieur aussi vachement forts. Pas forcément. Dès que tu rentres sur le terrain avec cette équipe de guerriers, tu sais que l'autre, même si c'est pas ton pote, il va se tuer pour toi et toi tu vas te tuer pour lui s'il perd le ballon. On vient de voir un 11 justement de l'OM, un 11 assez légendaire et tu nous as préparé 2 petits 11, j'en parle pas encore tout de suite, enfin, je veux dire on va pas les afficher tout de suite mais après ça va être très intéressant, on va revoir des joueurs avec lesquels tu as joué notamment et franchement ça va faire remonter des souvenirs. Pour eux justement, toi tu voulais parler un peu de la situation actuelle de l'OM par Juste rapport avant, peut-être une autre question, parce que là on voyait les équipes de l'OM. Quels sont les joueurs peut-être qui t'ont le plus impressionné, coéquipiers ou adversaires, où tu te disais, lui, quand tu le crois, ça va être un enfer au milieu, ou je sais pas, ou parce que le mec il avait un truc de spécial. Vraiment, les joueurs qui t'ont le plus marqué, coéquipiers ou adversaires, s'il y en a. Adversaire, c'est Ronaldinho. Ouais. Ronaldinho du PSG, il était en même temps que JJ Okocha. Ouais. Donc je peux te dire que quand ils étaient tous les deux sur le terrain, moi je les regardais, j'essayais d'aller de l'autre côté pour pas me faire casser Démerdez-vous les autres, je vais pas le faire afficher. Ouais. Non mais c'est ça, c'était incroyable. Les deux en même temps, c'était incroyable. Okay. C'est vrai que c'était assez fou. Est-ce que tu te rappelles de Krupo Wiesa? Tout à fait. Ouais, ok. Arrière gauche. Ouais. Il t'a marqué aussi. Il m'a marqué. Il m'a marqué par son absence. Ouais, c'était dur. Un match à Rennes, tu te rappelles de ce match à Rennes où il avait été en difficulté. Il prend rouge. Ouais, possible. Ouais, tu te souviens de ce match? Je crois que lui, c'est une encyclopédie, il y a moyen. Ouais. Oui. Je me rappelle que Krupo Wiesa est arrivé, il n'avait pas joué beaucoup de matchs sur le maillot de l'Olympique de Marseille. Mais souvent, je le mets dans mes quiz, tu vois, quand je veux chercher des joueurs dont on se rappelle pas, je mets souvent Krupo Wiesa et ça fonctionne souvent. Il y a pas mal de rencontres, pas mal de matchs comme ça qu'on pourrait citer. Moi, j'ai envie de savoir, c'est quoi le moment pour toi le plus marquant, celui dont tu te souviendras à vie avec l'OM, un match, un but que tu as marqué. On peut même reparler par exemple du fameux 5-5. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire, mais toi, c'est quoi ce moment que tu gardes vraiment? Franchement, le moment, c'est sur le bus impérial sur le Vieux-Port. Ouais. Quand tu es champion et que tu vois 100 000, 200 000, 3 millions, je sais pas combien il y a mais 100 millions. Mais voilà, on était 3 millions. Il s'est mis bien d'un coup, tranquille. Non, on était sur un nuage et les gens, presque 25 ans après, t'en parles encore. Ça, c'est pour l'extra sportif. Après les matchs, il y a le match de Liverpool, évidemment, quand Guéret arrive justement, premier match, tu gagnes, premier club français à gagner à Anfield. Et en fait, c'est le point de départ du truc, de la belle histoire. Il y a le 3-0 au parc aussi, quand je marque le 3e but. Ça, c'est quelque chose de fort quand tu portes le maillot de l'OM. Le 5-5, ça, c'est des émotions un peu différentes. Tu vois, c'est pas vraiment un kiff. Je pense que c'était un kiff à regarder. Pourquoi justement? Moi, ça m'intéresse de savoir. Parce que quand tu joues à l'OM et que tu prends 5 buts, c'est pas forcément un bon match, quoi. Et t'as l'impression que le match, il a duré 3-4 heures. Parce que si t'es attaquant, t'as kiffé peut-être. Mais je sais que le coach, il a pas kiffé. Il a pas aimé du tout. Ta frappe, elle était extraordinairement travaillée ou c'est Lloris qui fait extraordinairement raté. C'était du droit, donc bon. Mais je pense que c'est plus un but contre son camp de Hugo Lloris qu'un but de ma part. Maintenant, ça m'a permis d'apporter mon soutien à mon ami Steve Mandanda pour le débat qu'il y avait à l'époque entre le gardien de l'équipe de France. Est-ce que ça devait être Lloris? Est-ce que ça devait être Steve? J'ai essayé de l'aider en faisant faire une erreur à Hugo Lloris, mais ça n'a pas suffi. Pipion. Ouais, peut-être une question sur ton tout début de carrière au LOSC.
t'as 20 ans et vous terminez avec le coach Vaïd voilà, sur le podium et vous jouez avec des champions, vous sortez le Grand Parme, vous affrontez le United de Beckham. Justement, quand t'es jeune joueur, que tu vis directement des matchs aussi forts que ça, des émotions, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête et quel souvenir, quel adversaire tu gardes? Tu vois, j'ai les frissons que tu parles de Old Trafford et tout ça. En fait, pareil que j'ai beaucoup de chance en fait dans ma carrière. J'ai surfé sur la vague marseillaise quand je suis arrivé au bon moment. Et le LOSC, c'est pareil. Quand je suis rentré dans le groupe pro, on était en 2e division. On finit avec 10 ou 15 points d'avance sur le 2e, je crois, c'était Toulouse à l'époque. Donc tu passes de D2 à D1 à l'époque. On finit 3e, comme tu as dit. On se qualifie pour le tour préliminaire. On va à Parme. Nous, on avait nos survêtements de Nike du LOSC de l'année dernière. Tu arrives à Parme, tu vois tous les mecs avec les trucs. On peut pas citer de marque peut-être, mais voilà. Tu peux. La belle maroquinerie française, italienne et tout ça, les Nakata et compagnie. Et on les regarde comme ça, et en fait on fait un braquage là-bas, et après en Champions, on a la chance de jouer contre Beckham à Old Trafford, la Corogne, c'était exceptionnel. Et en 3 ans, de passer de la 2e division à la Champions League, c'était le meilleur apprentissage possible, quoi. Et tout de suite une exposition, et tout de suite une progression qui s'accélère, en fait. Si on était resté en D2, peut-être que j'aurais jamais fait cette carrière-là, en fait. Alors, Benoît, je t'en ai pas parlé, mais là-bas, tu as le chat de Twitch. Ouais. Je sais pas si tu étais un petit peu affinitaire avec Twitch, tu as Ouais, un peu regardé, tu connais un peu maintenant. Hein. En plus, tu fais des vidéos sur YouTube et tout, tu es en fit, on te voit, ça va, tu commences à... On va essayer de se tenir au courant, ouais. C'est pas mal. Bruce, justement, on voulait parler aussi un petit peu des performances de l'OM actuelle par rapport à ce que Benoît a connu. C'est vrai que tu avais une question là-dessus aussi. Non, mais toi, un peu, comment tu vois, comment tu analyses la situation de l'OM? Pourquoi peut-être ils en sont là aujourd'hui? Bon, on a l'impression que c'est un problème général, au-delà des joueurs, etc. Mais pour toi, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui à l'OM? Bon, après, c'est compliqué de répondre, mais toi qui as l'habitude du club, on sait que c'est un club assez spécial. Pas de piège, on sort de 2 saisons avec des joueurs, avec des coachs où c'était football total. Après, il y avait des petites variations dans l'esprit tactique et l'esprit de Sampaoli et de Tudor, pour les citer. Maintenant, on est passé à Marcelinho en début de saison avec un contre-pied presque à 100% par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc, en fait, c'est la lecture de la politique globale. On parle de projet club souvent et de projet de jeu. Quand tu changes de coach tous les ans, et là, il y en a eu 2 déjà depuis le début de saison, c'est compliqué de mettre des choses en place. Il y a beaucoup de joueurs prêtés à chaque fois. Construire sur 2-3 ans, c'est quand même plus facile. Et là, tu t'aperçois que tu es sur un cycle, peut-être entre 2 cycles, justement. Ouais. On n'a peut-être pas suffisamment savouré, justement, l'OM de Sampaoli, l'OM de Tudor, qui a été décrié, qui va peut-être se retrouver à Naples et régaler là-bas maintenant. Et c'est ça qui est un peu dommage. Puis même, c'est un mercato, oui, où tu sais que tu as beaucoup de joueurs peut-être à relancer aussi. On en parlait un peu plus tôt, où c'est pas simple, parce que tu as des noms, tu as des bons joueurs à la base, etc. Mais bon, on sait par exemple Correa à l'Inter, on savait très bien que ça se passait pas très bien, donc c'est un peu la pièce, quoi. Tu sais pas si ça va prendre, s'il va se relancer ou pas. C'est des paris, voilà. J'ai l'impression que tu fais des paris depuis plusieurs saisons, donc des fois ça marche. Voilà, tu fais prêter Saliba, il fait une super saison, il part à Arsenal, c'est un des meilleurs défenseurs de Première Ligue maintenant. Donc parfois ça marche, parfois ça marche pas. Tu as Sanchez l'année dernière qui fait une grosse saison, tu n'arrives pas à le garder. Il n'y a pas de continuité en fait avec cette politique-là, et c'est un peu dommage. Alors, Benoît, après ta carrière de joueur, tu es devenu consultant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu es un des consultants les plus appréciés, hein, très clairement. Et de loin, franchement, c'est pas parce que tu es là, machin, mais les analyses, tout, tu es au top, il n'y a rien à dire. Et je pense que j'ai jamais vu quelqu'un parler de mal de toi, tu es au top, il n'y a rien à dire. Non, et puis c'est très juste à chaque fois. En fait, quand on suit un match de foot avec toi, on a l'impression que oui, tu connais tellement bien ton sujet. Et puis voilà, ça se retranscrit. Et je pense que même sur le chat, on est tous d'accord avec toi. Cette reconversion, Kanto, on voulait en parler, hein, forcément. On voulait savoir un peu comment ça s'est fait, justement. Ah oui. Non, c'est la question. Attends, je te lance. Non, mais je te lance pour que tu poses une question. Tu vois, c'est comme un jeu en triangle. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais je pensais qu'il allait y répondre directement. Mais c'est vrai que quand on a ce passage de joueur à consultant, c'est toujours un exercice un peu particulier, parce que on sait que rien que dans la communication autour des médias, en tant que joueur, c'est difficile de pouvoir échanger avec les médias, alors qu'en consultant, c'est toi derrière qui a ce rôle peut-être de dire un petit peu plus de vérité. Est-ce que pour toi, ça a été un changement radical, ou tu es resté finalement toi-même en parlant simplement de jeu, de tactique et de tout ce qui te passionne? Déjà, je pense que si t'es pas naturel, si tu essaies de jouer ou voire de surjouer, ça va se sentir et ça va pas le faire. Ça va durer peut-être quelques mois, mais après, les gens vont se lasser et ça va pas sentir la vérité, ça va pas être bon. Après, quand j'étais joueur,
jamais je me serais dit que je deviendrais consultant parce que ça m'attirait pas en vérité. J'étais plus orienté vers le coaching, donc j'ai passé mes diplômes, j'ai entraîné. Quand j'ai fini à Toronto, je me suis occupé d'une équipe au centre de formation, à l'académie là-bas. Je me suis régalé. Maintenant, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. J'ai dû rentrer en France. Et en France, après, j'ai été contacté pour raconter toute l'histoire par RMC pour être invité à une émission. C'était une émission sur moi, j'étais invité, un peu comme là. À la fin de l'émission, ils m'ont dit qu'ils cherchaient des consultants. Est-ce que ça me plairait d'essayer? Je dis, je serais bien con de ne pas essayer. Donc, c'était la première ligue à l'époque. C'était un Burnley-Aston Villa ou un match vraiment obscur. Donc, je me suis mis dans mes fiches et tout ça parce qu'il y avait très peu de joueurs que je connaissais à l'époque dans ces équipes-là. Parce que j'étais parti au Canada depuis 3-4 ans. Et en fait, le fait de travailler ces matchs-là, de me replonger dans les joueurs et tout ça, ça m'a plu. De mettre dans la tête des entraîneurs aussi, avec ma formation de coach. De me dire, tiens, si je suis coach et que je joue contre un 4-4-2, comment... Voilà, toutes ces questions-là. Et j'ai kiffé tout de suite. Donc, j'ai fait un match, 2 matchs, 3 matchs. Et j'ai adoré justement pas cette adrénaline de joueur avant un match, mais avant un match, t'es devant une feuille blanche et tu essayes de partager tes expériences, tes analyses. Et tu as tellement entendu de consultants avoir une analyse négative que j'ai voulu avoir une analyse positive aussi. Je pense que sur chaque action, il y a des erreurs. Mais les erreurs, elles sont commises parce que le joueur était sous pression, parce que le pressing était bien fait, parce que le mec il t'a pressé sur ton mauvais pied. Il peut y avoir de la fatigue à un moment donné aussi. Et donc, arrêter d'avoir de la critique pour de la critique, mais essayer de faire de la critique plus constructive et d'expliquer pourquoi. Exactement. Et surtout, en fait, je vais prendre l'exemple tout simple. Un défenseur central qui met la passe en retrait à son gardien et qui est intercepté par l'attaquant, c'est l'attaquant aussi qui a bien senti le coup et qui avait déjà anticipé, auquel le défenseur a fait l'erreur. Benzema, il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc tu peux mettre en valeur la course de l'attaquant qui avait senti le coup déjà, le coup d'avant, ou son pote qui avait pressé sur le mauvais pied, donc il n'a pas appuyé aussi bien que s'il était sur son bon pied. Donc essayer de tourner le truc de manière positive, je pense que c'est possible, et voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Et tout ça justement, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui fait partie de ta culture football? Par exemple, dans les consultants appréciés, on sait que ton nom revient souvent, puis il y en a un autre qui revient, qui fait l'unanimité, c'est Mathieu Bodmer. Ouais. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, c'est pareil, ça parle de jeu, il y a toujours ce côté positif, ce côté déjà sympathique dans la manière de parler. Et puis derrière, les explications footballistiques sont intéressantes. On a l'impression d'apprendre quelque chose à chaque fois. Est-ce que tu penses que pour devenir un bon consultant, il faut avoir cette passion pour le jeu, pour le football? Parce qu'on a d'anciens joueurs qui sont de très mauvais consultants aussi. Et comment Après, les créatifs ont des facilités pour moi à ce niveau-là. Des joueurs créatifs, parce que j'ai l'impression que vous comprenez quand même mieux le jeu que les autres, ce qui est normal. Donc au niveau de l'analyse, tu vois, c'est... Il y a du travail, il y a la volonté peut-être de travailler là-dessus, de se dire, bon, ben voilà, comme tu l'as dit toi, ton passé, tes diplômes d'entraîneur, où tu as envie de comprendre pourquoi une action est menée ou pourquoi une erreur va arriver, alors que d'autres consultants vont être simplement dans l'analyse un peu comme on peut le faire au bar du coin. Est-ce que c'est quoi pour toi qui fait la différence là-dessus? Moi, je pense que c'est la passion déjà, passion du foot, l'envie de transmettre, d'expliquer. Voilà. Et après, il y a la pédagogie, la façon de parler, la façon de tourner de manière positive tout simplement les choses, quoi. Et moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, d'essayer de... Tu vois, quand on commente les matchs, le journaliste à côté de moi, il va commenter le mec qui est en train de déborder, il va regarder le mec qui est en train de déborder, moi je vais regarder au centre, savoir comment ça s'organise déjà, qui va piquer au premier poteau, s'il y a une supériorité numérique pour essayer d'être dans l'anticipation, pour être capable de dire s'il y a un but, bah voilà, ils étaient 3 contre 2, les 2 défenseurs ne pouvaient pas prendre les 3 attaquants, c'est pour ça que le mec au deuxième poteau était tout seul, et c'est toujours d'avoir le coup d'avance. Et c'est vrai qu'en tant que joueur, j'avais un peu cette frustration des fois, quand je voyais la composition d'équipe annoncée par mon coach, parce que j'avais une réflexion en me disant tiens, moi si j'étais coach je n'aurais pas joué comme ça. Et parfois tu as des consignes aussi où il te dit voilà, je me rappelle pour rester basique et assez simple, Marcel Desailly au Milan AC, il n'avait pas le droit de dépasser la ligne médiane. À la place de Marcel Desailly, c'est super frustrant parce que peut-être qu'il pouvait apporter plus, mais il a été un des meilleurs joueurs du monde dans ce truc là et ton coach il te demande ça. Mais en tant que coach, peut-être que Marcel Desailly aurait eu d'autres idées et c'est pour ça que tu as envie d'être coach. Et parfois être joueur c'est frustrant, parfois être coach c'est frustrant aussi, parce que tu demandes à tes joueurs certaines choses. Tu veux mettre des trucs en place, voilà, et ça c'est pas marche. Des fois ça marche pas. Et voilà, c'est ce que
essaies d'expliquer aussi quand tu es consultant et que tu regardes les matchs. C'est intéressant, Benoît, parce que là, du coup, tu parles beaucoup voilà, avec cette vision un peu de coach. Et comme on le disait, voilà, tu es quand même consultant bien installé. Est-ce que tu as envie, là, actuellement, de te rapprocher un peu plus du terrain? Ou alors, est-ce que toi, tu te dis, bon, je suis très bien là où je suis, sur Prime Video, d'ailleurs, qu'on remercie hein, pour cette passe D, pour nous permettre de t'avoir avec nous. T'en es où à ce niveau-là, toi? Est-ce que tu as envie, à un moment donné, comme Mathieu Bodmer, de te rapprocher du terrain ou de rester là où tu es? J'ai pas envie de faire ce que Mathieu fait. Ouais. Il est très fort. Non, mais directeur sportif, c'est un métier très compliqué. Faut avoir 2-3 téléphones, pas dormir et tout ça. Et Mathieu, je pense, va être un très très bon à ce niveau-là. C'est un très bon consultant, mais c'est un très bon directeur sportif. Moi, j'ai pas du tout envie de faire ça. Me rapprocher du terrain, peut-être pour coacher, oui, sur le terrain. Maintenant, pas maintenant. J'ai pas envie maintenant parce que, comme je disais tout à l'heure, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et pour l'instant, j'ai d'autres choses à côté, notamment au niveau de ma famille. J'ai envie de profiter de mes enfants aussi. Et quand tu es coach, tu t'oublies un peu en tant que père, en tant que mari, en tant que frère. Et d'ailleurs, je vous recommande un podcast sur l'équipe. L'enfer du banc, je ne sais pas si vous l'avez écouté. Lui, c'était sûr qu'il avait écouté. T'as écouté celui de Christophe Galtier? Oui. Voilà, c'était vraiment une émission. J'ai adoré parce que c'est exactement ça. C'est 24-24 en fait. Tu te réveilles la nuit, tu as des amis qui se marient, tu peux pas y aller. Ta mère, elle est malade, tu peux pas aller la voir parce que tu es en entraînement le lendemain. Voilà, c'est vraiment un sacrifice d'être coach. C'est un métier très difficile. Passionnant, mais usant. Ça serait quoi les idées de jeu de Benoît Chéroux en tant que coach? Tu t'identifierais à qui et comment tu essaierais de faire jouer ton équipe? Football moderne ou football classique? Moi, déjà, j'ai un problème avec le pressing. Ça, c'est un vrai sujet. Toutes les équipes veulent presser. Contre-presser. Voilà. Moi, je pars du principe que quand tu presses, il faut que tes 11 joueurs aient la même idée en même temps. Et pour moi, c'est un des trucs les plus difficiles. Quand tu as déjà 2 ou 3 joueurs qui font les mêmes mouvements coordonnés en même temps, en tant que coach, c'est kiffant. En avoir 11 en même temps, c'est quasi impossible. Et on l'a vu encore ce week-end avec le Reims-Paris Saint-Germain. Reims a fait un pressing exceptionnel en première mi-temps. Ils n'ont pas réussi à marquer. Et puni derrière. Et sur le deuxième but d'Mbappé, c'est un pressing où il y en a un qui est un peu en retard. Avec la qualité technique des Parisiens, tu peux pas lutter en fait. Même si ton pressing est parfait, si les mecs en face, ils ont un joueur capable de faire un contrôle orienté, de gagner sur 1 contre 1, le décalage est fait. On l'avait vu au PSG Nice, où Nice avait fait très mal là-dessus. Il y avait le pressing parisien, mais à chaque fois, les premières relances, ça cassait les lignes, ils se projetaient, Mofi et tout, et derrière, c'était un carnage. Donc voilà, déjà, si tu veux une idée, voilà, le pressing. Et quand j'ai coaché, moi, c'était plutôt bloc médian. Et voilà, par contre, à la récup, il faut aller très vite. Et j'aimais bien utiliser la ligne de touche. Orienter justement les relances adverses sur le côté pour utiliser la ligne de touche pour fermer et récupérer le ballon, et je me suis éclaté comme ça. Alors les amis sur le chat, on est au courant qu'il y a des petits problèmes de réception. Voilà, faites des F5, c'est en train de revenir. C'est peut-être sur Twitch. Si jamais sur YouTube, ça marche. Ouais, si jamais il y a aussi le live sur YouTube, donc voilà, vous pouvez aussi le suivre là-bas. Et puis de toute façon, il y aura le replay de l'émission qui sera posté sur YouTube, et vous aurez absolument tout sans aucun bug. Bruce, tu voulais parce qu'on parlait justement, il me posait la question. T'en penses quoi du football moderne? On sait que maintenant le gardien, les relances au pied, etc. Bon, ça a pas mal évolué ces derniers temps. Pour toi, tu trouves ça très cool, ou il y a quand même des trucs qui peuvent, je sais pas, te perturber un peu, ou ça, tu trouves c'est moins ouf, par exemple, ou dans l'ensemble? Ça veut dire quoi, football moderne pour toi? Non, mais je veux dire, il y a eu des évolutions. 3 défenseurs, les pistons sur les côtés. Relance avec le gardien. Les latéraux à l'intérieur. Ah, ça j'adore. Ouais, après, c'est toujours des nouvelles idées. En fait, moi, la base de l'idée collective du foot que je me fais, c'est la variété. Tu peux pas faire toujours la même chose. Il faut surprendre. Il y a une phrase très récente de Luis Enrique, la semaine dernière, qui a dit « Moi, je travaille pour que mon équipe ait des certitudes, pour créer de l'incertitude dans la tête des adversaires. » Et pour moi, il a tout dit. Créer de la variété. Pourquoi il veut ressortir court? Guardiola, ça a été un des premiers à faire ça. Ressortir court avec son gardien, et un gardien qui a la capacité avec son pied gauche de faire une passe de 60 mètres en profondeur. T'attires les mecs au pressing, et si les mecs ils pressent et que t'as pas la solution, t'as l'occasion de jouer long. Donc tu joues 1 fois court, 2 fois court, 3 fois court. Les mecs ils viennent, la 4e, t'as l'espace dans le dos de la défense. Avec Ederson, c'est magnifique. Donc pour moi c'est ça, variété, tout simplement. Essayer de faire 2-3 fois jeu court pour jeu long, 2-3 fois à droite, changer à gauche. Si tu fais pas de variété avec le ballon,
tu pourras pas surprendre l'adversaire. Et pour moi, c'est la base, collectivement. Après, il faut toujours des joueurs individuellement. On voit encore à City un Jérémy Doku. Jamais j'aurais pensé qu'il pourrait intéresser Guardiola et qu'il serait à ce niveau-là. Collectivement, je pense que c'est pas le meilleur joueur, mais même Guardiola qui pense que c'est collectivement qui va faire la diff, il a besoin de joueurs comme ça pour individuellement, quand tu n'arrives pas à faire la diff collectivement, que ce mec-là, ça fait un peu comme Haaland où il leur manquait un neuf, parce que lui, à la base, Haaland, il rentre pas dans le moule de City, mais il apporte un truc inédit pour City, du coup, ça fout le bazar en face, ça a ce côté imprévisible. Bon, il y a peut-être 5 ans, tu parlais de Haaland ou d'un profil à Haaland à Guardiola. Il aurait dit jamais de la vie, bien sûr. Donc l'adaptation constante, c'est génial. Mais c'est là l'intelligence du mec, c'est qu'il se rend compte qu'il a aussi besoin de mecs comme ça. Exactement, il s'adapte à chaque fois. Alors, Scipion. Ouais, on a commencé un petit peu à en parler, mais justement, ta seule aventure à l'étranger, c'était au Canada. T'es arrivé en Major League Soccer, t'as montré la voie à d'autres joueurs quelques années après. Je voulais savoir, c'est quoi finalement la MLS en termes de niveau? Et aussi une autre question, est-ce que Sébastien Giovinco, c'est si fort que ça? Sébastien Giovinco, c'est très très fort. C'était très très fort. Et après sa première année d'ailleurs à Toronto, on est arrivé en même temps. Super mec aussi. On parlait de lui quand même au Barça pour être un peu de joker offensif. La fourmi atomique, lui, son surnom. Exactement. Et après, j'ai l'impression que le niveau, du fait de l'expansion de la Ligue, de plus en plus de franchises, il y a de plus en plus de joueurs, donc la quantité va un peu contre la qualité. Tu vois beaucoup moins de joueurs européens, de chevronnés aussi. Beckham a été évidemment le premier, Thierry Henry, Giovinco. T'as Bouanga qui massacre tout le monde là-bas. Il y a eu Ibra après. En fait, voilà, c'est ça que je voulais dire par rapport à la MLS. Là, il est nommé quand même parmi les 3 MVP. C'est Denis Bouanga, c'est un très bon joueur. Mais ça te donne un peu le niveau de la MLS actuellement. Je pense que ça a baissé un petit peu malheureusement. Saint-Etienne, il a fait Nîmes. Enfin, je veux dire, c'était pas un attaquant de l'OM, du PSG. C'est un bon joueur de Ligue 1. Mais c'est un super joueur. Et là, c'est un des meilleurs joueurs de la MLS. Et les ambiances là-bas, les stades, les supporters, c'était comment au niveau? Par contre, c'est pas mal, ouais, c'est sympa. Après, c'est vraiment différent. C'est une autre façon de consommer le sport en fait. Voilà, il faut que tu remplisses le stade, que tu vendes des casquettes, que tu vendes des hot dogs et pas forcément que tu gagnes des matchs et des trophées. Des bières aussi? Aussi, ouais. Très intéressé par ça. On va y aller alors. Alors, les amis, si jamais vous avez encore une question, n'hésitez pas. Mais c'est vrai qu'on t'a fait préparer justement un 11 des joueurs avec lesquels tu as joué, ou alors ceux qui t'ont véritablement impressionné, Benoît. Et après, on découvrira ton 11 sur les joueurs actuels, sur ceux que tu as commentés là, depuis que tu es consultant. Donc, ça va être intéressant de regarder ça pendant la partie Ligue 1. Mais on va regarder ces noms. Et comme je vous le disais, il y a quand même pas mal de nostalgie. Pardon ? Un par un ou vous affichez? Non, on va les afficher. On va les afficher. Et on rappelle d'ailleurs que tu as été 3 fois nommé au trophée UNFP en Ligue 1. Donc ça, c'est pas mal. L'équipe type, dans l'équipe type. Donc c'est vraiment intéressant. On balance ton 11, donc des joueurs avec lesquels tu as joué. On va regarder ça et tu vas nous le commenter, nous dire un petit peu pourquoi justement tu as fait ces choix. Ça reste intéressant. On voit des noms là vraiment. Et d'ailleurs, Giovinco, c'est pour ça que Pipion, je voulais te mettre sur la transition. Non, Steve Mandanda, meilleur gardien avec lequel j'ai joué évidemment. La charnière centrale Mexes-Hilton, c'est pas mal pour ressortir les ballons, pour le sens du jeu, l'anticipation, gagner les duels aussi. C'est des formidables joueurs de ballon, des bons relanceurs, mais dans les duels aussi, c'est très très fort. J'ai adoré jouer avec les deux. Aspilicueta évidemment pour tout ce qui représente. Dans les duels, il faut passer avec les 4 derrière. Hein. C'est costaud défensivement. Mais avec le 6, il faut y aller. Ça, juste les 4 défenseurs, déjà. Steph Mbia en numéro 6. Je me suis mis dans l'équipe quand même. Hein. Oui, non, mais t'as eu raison. Complètement. Je peux me faire plaisir. On a compris que tu te l'as raconté un peu. Non, je veux juste kiffer. Après, ça t'enlève en choix, mais bon, c'est tranquille. Steph Mbia, évidemment, force de la nature athlétique, mais aussi techniquement très très fort, très très rapide. Et leader aussi, j'imagine, quelque part. Ouais. Là, il y a beaucoup de leaders. C'est ça aussi, mais on parlait de caractère tout à l'heure pour gagner des titres, et c'est plus qu'important en fait. Là, il n'en manque pas. Là. Au-delà de la qualité du joueur, il y a l'homme derrière. Évidemment, Atem, Ben Arfa, côté droit. Voilà, on connaît tous, il n'y a plus besoin de le présenter. Mamad Niang aussi, que je connais depuis très longtemps. À l'époque où il était à 3, on jouait l'un contre l'autre quand j'étais en CFA à Lille. Et il a une progression incroyable et pour être un des joueurs majeurs du championnat de Ligue 1, un des meilleurs buteurs. Et peut-être la surprise devant, Benjani. Peut-être. Benjani, Murawari. Exactement. Vrai amoureux de la Ligue des Talents, là, parce que là, Benjani devant, ça fait plaisir. Ah ouais, là, c'était fort. Hein. Ouais, je vous ai dit qu'elle allait avoir des émotions. Sous-côté, mais extraordinaire. Ouais. Dos au but, c'était un rock, tu pouvais lui mettre le ballon où tu voulais, même si tu ratais ta passe, tu le mettais là, il se protégeait, c'était exceptionnel. Vous pouvez l'envoyer au casse-pipe. Exactement, rapide.
c'était un mec, si tu mettais pas un bon ballon, il y allait quand même, tu vois. Et ça, c'était appréciable pour un attaquant et un super buteur. Après, il est parti en Angleterre, City, Portsmouth, je crois, à l'époque. Et il n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû, il était pas mal blessé, mais top joueur. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que vous, de votre position de joueur, vous voyez des choses forcément que nous, public, on ne voit pas. Ouais. Et quand tu dis ça sur Benjani, il y a beaucoup de personnes qui vont s'arrêter sur les statistiques, et on peut parler de Benjani ou d'autres attaquants, et les gens ils vont penser que voilà, ça se résume juste à ça, alors qu'en fait, on sait que vous, quand vous jouez avec eux, bah, vous ressentez des choses qui sont différentes, et peut-être que leur rapport, il peut se caractériser par aussi autre chose, et pas que justement des buts marqués. Ou Exactement. Quand tu es milieu de terrain, c'est important d'avoir des mecs devant toi sur lesquels tu peux compter. Eux, ils peuvent compter sur toi pour récupérer les ballons, pour faire les efforts, pour compenser si les mecs ils sont devant. Mais quand toi, tu as le ballon, tu dois être capable de dire, voilà, lui, je sais qu'il va partir en profondeur. Lui, je sais que si je lui mets un ballon aérien, il va mettre la poitrine, il va caler, et ça va permettre au bloc de remonter. Et avec Benjani, c'était un régal par rapport à ça. Ouais, mais c'est super intéressant. Juste petite question aussi, je me permets les gars, je suis désolé, mais quand je vois Ben Arfa dans ton 11, on a envie de te demander, c'était quoi Ben Arfa véritablement? Toi qui as joué avec lui. Ben Arfa jeune en plus. Oui, voilà, toi tu l'as connu quand même assez jeune. Comment tu as vécu justement d'être son coéquipier? C'est un peu l'exemple que je prenais avec Doku. En fait, parfois, à l'époque à Marseille, il y avait beaucoup d'équipes qui arrivaient bloc bas au Vélodrome, qui mettaient le bus devant le but. Et collectivement, c'était dur de trouver la solution. Et pour moi, c'était ce genre de joueur qui était capable de décanter une rencontre avec un exploit en dribblant un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, en mettant une passe aveugle, un coup du foulard, une accélération, une frappe. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des joueurs super photos avec le bonnet. On a fait nos recherches. Avec des joueurs comme ça, quoi, que ce soit Mamad Niang à gauche ou Hatem Ben Arfa à droite. Je pense que tu es armé pour déverrouiller certaines défenses. Ouais, c'est là où c'est intéressant. Messieurs, est-ce que vous avez une dernière question avant qu'on passe à la partie C'était à Bergel, non Ligue 1? Alors, on peut la remettre pour Kanto, qui apparemment est un petit peu... Poris? Merci. Non, la photo. La photo de Ben Arfa avec le superbe bonnet. La photo avec le bonnet. Pas vu qui c'était. On veut la revoir dans 20 minutes. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est l'émission la plus frauduleuse du Twitch Game. Voilà. Ah non, c'était moi là. C'était Benoît en fait. Toi ça? Mais non, c'est pas toi. Si, c'est lui. J'avoue que sur la photo, je t'aurais pas reconnu là. Si, c'est lui. Pas toi. Je suis à gauche là. Non, on dirait pas toi. Je croyais que c'était à Bergel carrément. Bon, en tout cas, c'était vraiment très très intéressant. Que des questions, que des réponses super intéressantes.